l'impact humain du problème que entraîne cette tragédie, ce drame de l'avortement. Donc vous êtes en Choisir la vie, association pour la défense de la vie, et surtout dans votre région. Je voudrais commencer, comme commencer les conférences aux universités du Moyen-Âge, par le signe de croix. Et je voudrais vous parler des conséquences de l'avortement. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, d'abord, en quelques mots, de la beauté de la vie intra-utérine, puis plus longuement, de la contraception et de l'avortement qui s'y opposent. Notre but n'est ni de blesser, ni d'accuser, encore moins de condamner qui que ce soit, mais de réveiller et d'éclairer les consciences sur la réalité violente de la culture de mort. Ce ne sont pas nos propos qui sont cruels, c'est toute attaque à la vie qui est cruelle, et seule la vérité peut libérer. Nous voudrions montrer la gravité de l'avortement et de ses conséquences, pour éviter que toujours plus de femmes ne tombent dans le gouffre où les hommes politiques les poussent. Pour ne pas heurter certaines sensibilités, je vous propose de demander ensemble l'aide d'une femme ayant conçu son enfant hors mariage, à une époque où elle devrait être lapidée pour ça, et dans des conditions de vie modestes. C'est notre Mère du ciel. Nous commençons par les merveilles du début de la vie, juste quelques rappels. Toutes les études scientifiques honnêtes du monde entier s'accordent sur le développement merveilleux du bébé dès sa conception. Dès la fécondation, un nouvel être humain existe avec tout son patrimoine génétique unique. À 2 semaines et demie, son système nerveux est ébauché et son cœur bat à 3 semaines. À 6 semaines, le système nerveux se met à fonctionner. À 7 semaines, le petit être a l'apparence d'un bébé et possède ses propres empreintes digitales, uniques au monde comme lui. À 8 semaines, la formation de tous ses organes est achevée. Le bébé n'a plus qu'à grandir. Il peut sentir la douleur. Le planning familial ne parle jamais du bébé. Il dit « mon corps », alors que ce n'est pas le corps de la femme, « mon choix »,« mon droit ». Contrairement à ces mensonges, tout enfant conçu est une personne humaine à part entière, logée provisoirement dans le corps de sa mère, mais il ne fait pas partie du corps maternel, qui est devenu le lieu le plus dangereux au monde pour les tout-petits. Et on arrive au mensonge. Pour permettre tous les abus, le rapport Warnock de 1984 en Grande-Bretagne a décidé arbitrairement que l'embryon ne commençait à exister que 15 jours après la conception. D'après l'ONU et nos livres scolaires français, la vie ne commencerait qu'à la nidation de l'embryon dans la paroi utérine, donc environ 1 semaine après la fécondation. Un médecin avorteur qui s'est converti depuis dit qu'au cours de sa formation, on lui avait enseigné que l'enfant à naître était un sous-homme et que la vie ne commençait pas avant la naissance du bébé. Premier chapitre, l'avortement et la contraception. Nous définissions l'avortement. Contrairement à la mort naturelle non provoquée d'un bébé in utero, appelé fausse couche, l'avortement est un processus volontaire
pour mettre fin à la vie d'un enfant à naître dans l'utérus maternel. Le pape Jean-Paul II, dans le chef-d'œuvre de son pontificat, l'encyclique L'Évangile de la vie sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine, publié en la fête de l'Annonciation de 1995, écrit « L'avortement provoqué est le meurtre délibéré et direct d'un être humain dans la phase initiale de son existence, située entre la conception et la naissance. » Et un peu plus loin, citation, « L'être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception. Et donc, dès ce moment, on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels, en premier lieu, le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie. » Fin de citation. La peine de mort est appliquée dans nos sociétés non pas aux assassins ou aux violeurs en série, mais à des enfants parfaitement innocents à qui l'on reproche de commettre le crime de devoir naître sans être désiré. Or, les médecins savent depuis quelques années qu'un bébé de 20 semaines, par exemple, a une plus grande densité de récepteurs nerveux que l'adulte et souffre par conséquence physiquement beaucoup plus. Et tout être humain qui sort des mains de Dieu pour apporter l'amour et le faire grandir sur terre souffre dès sa conception dans son âme d'un manque d'amour de ceux qui devraient l'aimer le plus. Aucun abattoir européen ne peut laisser souffrir des animaux comme les abattoirs font souffrir des bébés. Je vous rappelle les principales méthodes pour tuer un enfant avant la naissance. Premier point, l'avortement camouflé dans les premières semaines de la vie du bébé. En France, plus de 90% des femmes de 15 à 45 ans utilisent une contraception, donc 40% la pilule. Ça fait 5 millions de femmes. Presque tous les moyens dits contraceptifs sont en réalité abortifs en rendant l'utérus de la femme impropre à la vie. Dans les cas fréquents où l'ovulation et la fécondation se produisent, les pilules dites contraceptives empêchent l'embryon conçu de s'implanter dans la paroi utérine et le condamnent à dépérir. 95% des grossesses non désirées proviennent d'une contraception ratée et 60% d'entre elles conduisent à l'avortement. Ainsi, entre 15 000 et 20 000 adolescentes se font avorter chaque année en France officiellement. Aucun de ces avortements non chirurgicaux entre dans les statistiques. Et toutes ces méthodes sont source de maladies graves chez la mère. Les pilules contraceptives à progestérone, ce sont les plupart, peuvent être abortives car elles empêchent l'anidation d'un ovule fécondé, donc d'un embryon. Citation du dictionnaire officiel des médecins et des pharmaciens, le Vidal. Citation, l'efficacité contraceptive, c'est ce qu'ils disent, de Béliane, Mélodia et d'autres pilules, résulte de 3 actions complémentaires. Premièrement, l'inhibition de l'ovulation au niveau de l'hypophyse. Deuxièmement, la glaire cervicale, c'est-à-dire la glaire du col de l'utérus, est rendue imperméable à la migration des spermatozoïdes. Et troisième point, et c'est le plus embêtant, l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse qui tapisse l'utérus,
devient impropre à la nidation, je rajoute un éventuel œuf fécondé qui est avorté. Deuxième moyen contraceptif très répandu, le stérilet. Le plus courant dispositif intra-utérin en plastique recouvert de cuivre provoque une inflammation permanente de la muqueuse utérine dans le but de rejeter tout embryon qui migre au bout de 4 à 6 jours des trompes dans l'utérus et d'empêcher sa nidation. La femme peut donc avorter tous les mois sans voir la moindre trace. Le stérilet ne supprime ni les spermatozoïdes ni les ovules, mais toujours l'embryon est donc abortif. Il comporte pour la femme un important risque de stérilité et d'inflammation, voire de septicémie. Ce dispositif est remboursé par la Sécurité sociale à 2 millions de femmes en France. Rien que par le stérilet, il y a plusieurs millions d'avortements en France tous les ans. Pour 2 millions de femmes, ça varie entre 4 et 8 millions d'avortements par stérilet. Pour en revenir aux pilules, un médecin nous a fait remarquer que le fait que les femmes sous traitement hormonal aient le même taux de grossesse extra-utérine que les femmes qui n'ont pas de traitement laisse craindre que les taux d'ovulation soient proches et que les produits hormonaux n'empêchent pas l'ovulation, mais la nidation de l'embryon, non dans les trompes où ils n'agissent pas, mais dans l'utérus. Troisième sorte d'empêchement de la vie, la pilule du lendemain, par exemple Norlevo, improprement appelé, entre guillemets, contraceptif d'urgence, à prendre dans un délai de 72 heures après un rapport sexuel. Il s'agit d'un produit chimique hautement toxique de type hormonal qui a pour but également d'empêcher l'embryon de s'implanter dans la paroi utérine. Le Vidal dit, citation, « Lors des études cliniques, Norlevo a prévenu la survenue de 85% des grossesses. Il reste donc 15% d'embryons, dont certains condamnés par une grossesse extra-utérine. » La pilule abortive RU486, devenue Mitégine, est utilisée seule pour des avortements jusqu'à 5 semaines, puis la femme doit prendre un deuxième comprimé de prostaglandine qui provoque de si fortes contractions utérines en vue de l'expulsion du contenu utérin, d'après le Vidal, que la tête du bébé peut se détacher de son corps. À 5 semaines, le bébé mesure 1 cm. L'ancien PDG de Roussel-Uclaf, Édouard Sarkies, concédait « La RU 486 n'est pas d'emploi facile. Une femme voulant mettre fin à sa grossesse par cette méthode doit vivre avec son avortement pendant au moins 1 semaine. Il s'agit d'une véritable épreuve psychologique. C'est pas ce qu'on raconte aux femmes. Cette pilule abortive stoppe l'alimentation du fœtus, transforme le ventre maternel en chambre de torture et provoque la mort du bébé sans intervention chirurgicale. Donc ça arrange bien les partisans de la culture de mort. L'expulsion de l'enfant est souvent solitaire, douloureuse et hémorragique, et le procédé est dangereux pour la santé de la mère. Dans 1% des cas, la grossesse n'est pas stoppée, et dans 3% des cas, l'avortement est incomplet et nécessite un curetage.
Plus de 45% des avortements se font par cette pilule. Et un petit rappel du préservatif masculin qui incite à des comportements immoraux, transmet le sida dont le virus mesure 1/50 du diamètre des trous du latex et transmet d'autres maladies sexuellement transmissibles et permet jusqu'à 12% de conceptions qui mènent le plus souvent à l'avortement. Nous passons maintenant au stade d'après, à l'avortement chirurgical dans les 3 premiers mois. La technique la plus courante est basée sur l'aspiration du contenu de l'utérus, avec ou sans dilatation du col et un curetage, et se réalise facilement jusqu'à 7 semaines de grossesse, mais après ce délai, la tête du bébé devient trop grosse et l'avortement se transforme en boucherie. De très nombreuses femmes avouent, le jour de mon avortement est le pire jour de ma vie. La méthode la plus utilisée, premièrement, l'avortement par aspiration, possible de 5 à 12 semaines de gestation. Avec un très puissant aspirateur, le fragile corps du bébé vivant est séparé de ses bras et de ses jambes, puis aspiré. Ce découpage de l'enfant en morceaux dure 1 minute au moins, et c'est une vraie torture prénatale. Entre 8 et 12 semaines de gestation, le médecin doit d'abord utiliser une curette pour démembrer et arracher avant de pouvoir aspirer le reste. Si la tête est trop volumineuse pour passer à travers la canule creuse de l'aspirateur, elle est écrasée avec un instrument. Il faut ensuite reconstituer l'embryon pour vérifier que rien n'a été oublié dans l'utérus et éviter à la femme des infections graves. Deuxième méthode, l'avortement par évacuation après dilatation du col de l'utérus. Des bougies de taille croissante forcent le col de l'utérus des femmes enceintes pour la première fois à s'ouvrir. Ensuite, les membres du bébé sont arrachés et son crâne est écrasé dans l'utérus avant extraction et recomposition du puzzle pour vérifier que rien n'a été laissé à l'intérieur. Ces méthodes sont suivies d'un curetage. À l'aide d'une curette d'une longue cuillère, la paroi utérine est raclée pour évacuer les débris de l'embryon et du placenta. Le curetage est à l'origine de dégâts fréquents de la muqueuse, voire de perforations induisant infection et stérilité. Et c'est encore pire, l'avortement chirurgical du 4e au 9e mois. L'avortement par hystérotomie, c'est l'équivalent de la césarienne. C'est le même principe. Le médecin ouvre l'utérus, l'abdomen et l'utérus de la mère, après avoir tué le bébé par une injection. Le corps peut être gardé pour la recherche ou pour l'industrie pharmaceutique. Deuxième façon, l'avortement par solution saline pour les interruptions médicales de grossesse du 4e au 9e mois. À l'aide d'une longue aiguille, une solution salée très concentrée est injectée dans le liquide amniotique. L'enfant avale ce liquide qui provoque des convulsions violentes. Le bébé est brûlé vif et agonise pendant plusieurs heures. Sa mère va entrer en travail et délivrer entre 24 et 48 heures plus tard un enfant mourant ou mort dont la peau est noire de poudre. Une autre méthode, l'avortement par naissance partielle. À l'aide d'un forceps, le bébé est attrapé par une jambe et tiré hors de l'utérus, la tête restant à l'intérieur. La cervelle est alors aspirée pour que l'avorteur puisse sortir totalement l'enfant. Des cellules nerveuses vivantes du fœtus peuvent être récupérées pour la revente. Et dernière méthode, l'avortement par injection létale. Désolée.
pour garantir la mort d'un bébé rescapé ou pour une interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois, ou dans certains traitements hormonaux de la stérilité. Le médecin provoque des ovulations multiples et donc des grossesses multiples. Pour procéder à une, entre guillemets, réduction embryonnaire, qui est un assassinat des fœtus surnuméraires, le médecin injecte un poison violent dans le cœur du ou des fœtus indésirables que l'on a choisi de sacrifier, un enfant trisomique, un frère jumeau. Et nous devons aussi évoquer l'infanticide néonatal et la revente de tissus ou d'organes d'enfants avortés. L'immense majorité des enfants est tuée dans le ventre maternel, mais 25% des fœtus avortés tardivement survivent à leur propre avortement et agonisent pendant des minutes, voire des heures. C'est Gregor Pupink, le directeur du Centre européen pour le droit et de la justice, qui s'est penché sur cette question et dit « Des bébés abandonnés dans une pièce vide ou un placard jusqu'à ce qu'ils soient morts ou tués ou encore envoyés avec les déchets hospitaliers malgré des signes de vie. Ces enfants naissent pour mourir dans une agonie que l'on ne tolérerait pas s'il s'agissait d'animaux. » En Italie, en 2010, un bébé avorté à 20 semaines pour un simple bec de lièvre a vécu 2 jours. Ces précieux enfants sont brûlés comme déchets hospitaliers. Depuis la dépénalisation de l'avortement, celui-ci est devenu une industrie mondiale extrêmement lucrative, dépassant toutes les horreurs. Déjà en 1975, deux journalistes anglais dénonçaient dans le livre Bébé au feu la vente de fœtus pour l'industrie et celle de bébés gardés vivants pour le marché bien payé de l'adoption. Dans un autre livre publié en 1988 aux États-Unis, nous lisons « L'infanticide fit d'importants progrès. Les hôpitaux acceptaient de garder vivants des enfants voués à l'avortement jusqu'à leur naissance prématurée provoquée, de façon à ce que leur corps soit découpé, alors qu'ils vivent encore, pour porter secours à la santé d'autres personnes. » Fin de citation. Et ce sont des pratiques qui se font au monde entier, pas qu'aux États-Unis. La recherche n'arrête pas de développer des produits cosmétiques pour la peau et contre le vieillissement et pharmacologiques à base de cellules d'enfants avortés. Des vaccins contiennent leur ADN et les boissons des marques Coca-Cola et Pepsi ainsi que certains produits de Nestlé contiendraient des exhausteurs de goût provenant de bébés avortés. Nous sommes donc revenus au cannibalisme. Le planning familial a, depuis des décennies dans le monde entier, y compris la France, un commerce florissant de tissus et d'organes de bébés tués ou encore vivants, dont on n'a entendu parler que depuis cet été en France. Une médecine de reproduction humaine avide d'argent et de se mettre à la place de Dieu, le Créateur, produit des embryons surnuméraires, une douzaine par ovule implanté, dont presque 200 000 étaient congelés en France en 2013, en attendant d'être détruits ou donnés à la recherche pour toutes sortes d'horreurs. Cela revient moins cher pour les chercheurs que les petites souris des laboratoires. Chose à peine croyable, il y a des survivants à leur propre avortement. Quelques personnes, dont de grands défenseurs de la vie, ont échappé à leur mort programmée par avortement, comme l'américaine Gianna Jessen, pour qui le médecin avorteur est arrivé trop tard
après qu'elle eut bénéficié de soins après une injection saline dans l'utérus de sa mère la veille. Elle a été adoptée et se bat dans le monde anglophone pour les bébés innocents. Beaucoup de ces personnes souffrent toute leur vie de séquelles de la tentative de leur mise à mort, surtout de paralysie due à la mauvaise oxygénation du cerveau durant l'avortement. D'autres miraculés sont en parfaite santé et très reconnaissants à Dieu pour sa protection, comme un médecin hongrois, directeur de la grande association Human Life International de son pays, Imre Teklasi. Nous arrivons au chapitre 2, les conséquences physiologiques et psychologiques de l'avortement, qui malheureusement ne résout rien. L'avortement, citation, conquête de la gauche à laquelle on ne renoncera pas, d'après l'ancien chef de service de maternité et d'avortement du CHU de Grenoble, est montré dans les médias comme un acte anodin et sans conséquence, auquel en France, statistiquement, presque une femme sur deux a eu recours au moins une fois dans sa vie fertile. Les chiffres sont faussés par les avortements à répétition de certaines femmes. Ces femmes à qui on n'a rien proposé d'autre que l'avortement. Une fois l'irréparable commis, on dit à la mère trompée et blessée « Madame, vous êtes soulagée. C'est vous qui l'avez demandé. » Et elle n'a pas le droit d'exprimer sa souffrance dans une clinique d'avortement. Or, comme le dit Cécile Edel, psychologue et présidente de l'association Choisir la vie, l'enfant à naître et sa mère sont liés à jamais. L'un ne peut disparaître sans que l'autre n'en souffre. C'est la fille de Michel Raoult, fondateur de la OCPA, dont on a parlé tout à l'heure. La femme s'est laissée arracher ce qu'elle avait de plus précieux, sa maternité et le fruit de son amour. Et il faut qu'elle parle de sa souffrance et qu'elle puisse faire le deuil de l'enfant qui n'est plus. Nous allons maintenant voir les nombreuses conséquences d'un avortement, d'abord pour la femme. Conséquences qu'on résume sous le terme le syndrome post-abortif ou post-avortement chez la femme. L'avortement, même médicalisé, légalisé, remboursé, reste une intervention en général mortelle pour l'enfant et dangereuse pour la femme, avec des conséquences immédiates et surtout lointaines pour sa santé. D'abord, les séquelles physiologiques de l'avortement. Des complications immédiates arrivent dans 5% des avortements, jusqu'à la 10e semaine du bébé. Alors qu'après la 11e semaine, la proportion est de plus de 22%. Donc plus que 2% de complications majeures mettant la vie de la mère en danger. Ces complications sont infections génito-urinaires, saignement, hémorragie, embolie, lésion du col de l'utérus, diminution de la fertilité, augmentation des fausses couches spontanées et des accouchements prématurés, stérilité par perforation de l'utérus, choc toxique et complications dues à l'anesthésie, convulsions, douleurs abdominales persistantes, troubles gastro-intestinaux, septicémie entraînant souvent la mort de la mère, cancer, surtout cancer du sein. Le Vidal concède que, citation, quelques cas d'accidents cardiovasculaires graves, potentiellement mortels, ont été rapportés. Les chercheurs constatent une importante augmentation des cancers du sein, de l'appareil génital, des poumons et du foie. On compte environ 30 000 nouveaux cas de cancer du sein en France chaque année,
entraînant 12 000 décès par an. Plus une femme est jeune, plus elle a pris la pilule longtemps, plus elle a subi d'avortements, surtout tardifs, plus elle a de risques de développer un cancer du sein, voire d'en mourir. Par l'avortement, les cellules glandulaires mammaires sont terriblement perturbées dans leur prolifération en vue de l'allaitement, encore plus s'il s'agit d'une première grossesse. Et malheureusement, environ entre 15 et 20 000 adolescentes et toutes jeunes femmes raccourcissent leur vie tous les ans par l'avortement de leur premier bébé. Nous arrivons aux séquelles psychologiques de l'avortement pour la femme. Et là, ce sont 91% des femmes qui souffrent de séquelles psychologiques après un avortement. Ces conséquences sont constantes et gravissimes et elles sont souvent tardives et peuvent apparaître au bout de plusieurs années seulement. Comme l'exprime une jeune femme qui est tombée dans le piège, citation, « J'ai avorté parce que mon compagnon n'était pas prêt à assumer et accepter un enfant. Depuis, il ne s'est pas passé une seule journée sans que j'éprouve remords, regrets, honte et chagrin. » Cette tragédie se déroule habituellement en 4 actes. Acte 1. Le soulagement ou le regret immédiat. Si l'avortement s'est déroulé sans complications, la femme peut se sentir soulagée pendant quelques jours, une semaine tout au plus. Son problème semble résolu. Mais de nombreuses femmes commencent à se détester aussitôt l'acte réalisé. Acte 2. Le deuil impossible, car le corps du bébé a disparu et presque personne ne veut écouter la souffrance de la femme. Acte 3. La non-reconnaissance de la culpabilité. La culpabilité taraude la conscience de celle qui a pris la décision. Même si elle s'était coupée de Dieu depuis longtemps. Elle ne veut pas reconnaître sa faute, mais se la reproche. La femme peut vivre triste et repliée sur elle-même pendant longtemps, jusqu'à l'acte 4, l'effondrement. Cette phase dure de quelques mois à plusieurs dizaines d'années et ressemble à une dépression profonde et interminable que la femme relie rarement à l'avortement qu'elle voudrait oublier. Puis, comme un coup de théâtre, un événement étranger, par exemple la date anniversaire de l'intervention ou la date prévue de la naissance du bébé supprimée, une autre grossesse ou celle d'une amie, un vêtement pour bébé, un landau croisé dans la rue. Tout ça peut déclencher des pathologies plus ou moins graves comme un profond chagrin et un vide insupportable. Des cauchemars autour de bébés tués. Un fort sentiment de culpabilité. La perte de l'estime de soi, la peur du mal qu'on pourrait encore faire et un sentiment d'incapacité d'autrui. La méfiance à l'égard des autres et spécialement du sexe masculin. La colère contre elle-même et contre le monde entier. Les conséquences peuvent être des difficultés relationnelles graves, susceptibles de démolir le couple et la famille et de conduire au vagabondage sexuel. La négligence, voire la maltraitance d'autres enfants, de ses parents, de personnes âgées. Des maladies maniaco-dépressives pouvant conduire jusqu'à l'hôpital psychiatrique. La boulimie ou l'anorexie mentale. Un féminisme
exacerbée et un militantisme qui veut entraîner d'autres femmes dans cette spirale de l'avortement pour se donner bonne conscience, puisque tout le monde le fait. Des conduites de dépendance, comme l'abus d'alcool, de tabac, de psychotropes, de drogue. Des blessures spirituelles très difficiles à guérir. Des idées dans 60% des cas et des tentatives de suicide dans 28% des cas, surtout chez les adolescentes, qui entraînent parfois la mort. La Chine communiste détient le record mondial des suicides, surtout de femmes. Une autre conséquence est un nouveau recours à l'avortement. 45% des avortements sont répétitifs. Et c'est vécu parfois comme autopunition, parfois comme justification d'un comportement normal. Et le pire, ce sont des meurtres de ces autres enfants sous des impulsions diaboliques, parce que l'avortement ouvre la porte au démon. L'avortement blesse donc la femme durablement au plus profond de son être de mère et d'épouse et détruit le lien le plus intime sur la terre, celui d'une mère avec son enfant. L'avortement blesse durablement la femme indépendamment de ses convictions religieuses. Ainsi, le Japon a de grands cimetières de bébés avortés. Je vais vous lire juste un témoignage. J'ai laissé une 50aine de revues de Choisir la vie gratuitement à prendre sur ma gauche, sur votre droite. Je vous lis un des témoignages qui s'y trouve. Chaque année, à la même période que celle de mon avortement, je revis l'angoisse et la solitude de ces moments. À la naissance de chacun de mes enfants nés par la suite, je fais des cauchemars terribles que je tue mon enfant nouveau-né de mes propres mains et je vis des mois de dépression. Je peux aussi témoigner que mon fils aîné, qui était très stressé et en activité perpétuelle, et avec qui le lien maternel avait du mal à s'établir, avait perçu dans mon ventre la présence du bébé qui l'a précédé et la violence de sa disparition. Depuis que je lui ai expliqué l'événement à mi-mot, notre relation a été restaurée et son stress a nettement baissé. Je le sens plus calme, comme s'il avait accueilli cette vérité comme une évidence qu'on lui avait cachée pendant 7 ans. Voilà pourquoi il avait manqué de confiance en moi. En conclusion de ce témoignage, je souhaite vous dire que l'avortement a tué une part de moi-même, en plus de tuer mon petit. Nos petits méritent mieux que cela. Les femmes méritent mieux que cela. 80% des femmes qui ont avorté déclarent qu'elles auraient choisi de garder leur enfant si les circonstances, surtout matérielles, avaient été plus favorables et si elles avaient pu avoir recours à une aide. Or, personne n'avait proposé de les aider, personne ne leur avait dit qu'il y a des associations qui aident les femmes en difficulté, les femmes enceintes en difficulté, gratuitement et anonymement. Passons au syndrome post-avortement chez l'homme. Même si le sujet est tabou et moins étudié, car la loi française refuse tout droit à l'homme qui voudrait garder son enfant, beaucoup de pères d'enfants privés d'une vie terrestre, après l'avortement de leur compagne, qu'ils aient été déclencheurs en disant « tu choisis entre le gosse et moi », complices ou victimes de cet acte. Donc, les séquelles de l'avortement chez l'homme: insomnie, irritabilité, instabilité, violence envers la femme, envers les enfants et envers tout le monde. Peur du qu'en dira-t-on, port d'un masque et orgueil pour sauver la face,
Un fort sentiment de culpabilité, l'autocondamnation et la haine de soi. Une profonde angoisse. La fuite dans l'alcool, le tabac, la drogue, les sports à risque. Un égoïsme dévorant qui préfère les études, la carrière ou les loisirs à tout le reste et ne laisse de place ni à la femme ni à l'enfant dans la vie, faisant de l'homme un simple consommateur jouisseur qui fuit toute responsabilité. Et l'augmentation du risque de cancer dans les années qui suivent un avortement. L'avortement détruit les couples et les familles. Plus de 70% des couples, mariés ou non, se séparent dans les 2 ans qui suivent un avortement. L'esprit du mal affecte toute la famille et cela souvent sur plusieurs générations. L'avortement blesse l'archétype masculin, l'image du père, du héros, du protecteur de la vie. Il détruit aussi l'image de l'homme et du père chez la femme, chez les autres enfants et dans la société en général, car l'homme ne peut même pas protéger sa progéniture. De plus en plus d'hommes ont peur de la relation à la femme et de ses conséquences, de la paternité et perdent leur virilité. L'avortement arrange les hommes irresponsables, fait des femmes des esclaves et des bébés des objets jetables. D'autres hommes se tournent vers les horreurs mortifères de la pornographie, de la pédérastie, la prostitution, du vagabondage sexuel. L'avortement est aussi l'une des racines de l'augmentation de l'homosexualité. L'avortement et la procréation artificielle font perdre tout respect de l'être humain, mènent à la chosification de l'homme, à l'eugénisme prénatal, à l'infanticide, à l'abandon des parents vieillissants, à l'euthanasie. Le totalitarisme envahissant de l'État, les recherches immorales sur les embryons humains et les clonages sont des conséquences de la perte de respect de l'enfant à naître. Et des médecins et des chercheurs indignes s'enrichissent par leurs actes ignobles au service des forces du mal. Voici l'appel d'une rescapée de l'avortement, Gianna Jessen, lancé aux hommes. Citation. « Hommes, vous êtes faits pour la grandeur, vous êtes faits pour vous lever et être des hommes. Vous êtes faits pour défendre les femmes et les enfants, et non pour vous défiler et tourner la tête lorsque vous savez qu'un meurtre va s'accomplir. Et vous ne faites rien. Vous n'êtes pas fait pour profiter des femmes et puis les abandonner. Écoutez-moi, je suis fatiguée de faire votre travail. » Nous passons au syndrome du survivant de l'avortement dans la fratrie, dont on parle peu aussi. Chez les rescapés de catastrophes ou d'attentats, un état de choc suivi d'une dépression qui forme le syndrome du survivant peuvent être observés. Ce syndrome se nourrit de la culpabilité intense d'avoir échappé à la mort alors que d'autres ont perdu la vie dans le même événement, ce qui provoque un état anxieux constant. Des pédopsychiatres, comme le franco-canadien Dr Philippe Ney, ont observé les mêmes symptômes que chez les survivants auprès d'enfants. En interrogeant les parents, ils ont pu retrouver l'existence d'avortements dans la fratrie des jeunes malades. Les enfants nés avant et surtout après un avortement sont les plus atteints. Les symptômes observés sont possibles et fréquents, mais non systématiques. Le syndrome du survivant de l'avortement touche toute la fratrie d'un enfant, et cela depuis avant la naissance jusqu'à l'âge adulte et malheureusement souvent jusqu'à la mort. Les symptômes sont de gros problèmes affectifs et psychologiques. Une culpabilité existentielle et ontologique,
que le docteur de Catilino, qui écrit le meilleur livre et le plus facile à lire, Les lendemains douloureux de l'avortement, il détaille tous ces problèmes. Alors, une culpabilité existentielle et ontologique résumée par « Je ne devrais pas vivre, je suis responsable de la mort de mon frère, je suis un incapable ». Conséquence, tristesse profonde, dépression chronique, tentative de suicide, démission, passivité, refus de scolarité. Une angoisse existentielle. Je vais mourir bientôt pour avoir pris la place de mon frère. D'où peur de l'avenir, fuite de la réalité vers les plaisirs, la drogue, le sexe, la techno, le suicide. Troubles affectifs, attachement anxieux du jeune enfant à ses parents. Ils m'aiment, mais ils sont capables de me tuer. Peur de la vérité et du dialogue, d'où incapacité à communiquer, refoulement des émotions. Méfiance à l'égard de tout être humain. Je ne peux pas faire confiance à mes parents, ni à personne. D'où l'impossibilité d'établir une relation vraie et confiante avec l'autre sexe, les ruptures amoureuses, les divorces, l'homosexualité et l'insoumission à toute autorité. Le manque de confiance en soi, d'où des personnes influençables et de délinquants potentiels. À l'adolescence, perte des repères, du sens moral, du respect d'autrui et de soi-même, révolte, colère, agressivité, violence, criminalité, tendance à l'anarchisme, au satanisme, au meurtre. Refus de Dieu, qui ne peut pas être reconnu comme un père aimant. Tendance ultérieure à avorter pour comprendre le drame subi, tout le cercle vicieux de l'avortement qui entraîne l'avortement avec son cortège de souffrance. Un ami, prêtre exorciste, a écrit un livret tout petit, facile à lire, pour aider les personnes qui veulent aider les personnes qui ont eu un avortement dans leur entourage. Frère Christian de la Vierge, à propos de l'embryon conçu après un avortement, cet embryon ignore ce qui s'est passé dans son berceau cercueil, mais il en éprouve un sentiment de terreur et de mort qui risque de le poursuivre toute sa vie. Il s'agit d'un mal profond, originel et définitif. C'est l'inconscient qui est atteint. Nous arrivons aux conséquences familiales et sociales de l'avortement. Mère Teresa a dit « Ce qui détruit le plus la paix dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'avortement. Si une mère peut tuer son propre enfant, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, vous et moi, de nous entretuer ?» L'avortement est la manifestation la plus dramatique de la culture de mort et une gangrène qui ronge toute la société. La peine de mort est appliquée à des millions d'enfants innocents qui sont sacrifiés sur l'autel de l'égoïsme de leurs parents ou grands-parents. D'après l'ONU, le milliard d'avortements chirurgicaux légaux officiellement recensés a été dépassé en 1997 à raison de 50 millions d'avortements chirurgicaux légaux par an dans le monde. Et l'avortement a fait plus de victimes que toutes les guerres de l'histoire de l'humanité ensemble. Des pressions terribles sont exercées sur les femmes enceintes, à qui on dit par exemple, la psychologue qui les voit, qui voit surtout des adolescentes enceintes, leur dit que mais vous n'allez pas pondre un enfant comme ça, vu votre âge et vos problèmes. Et après on s'étonne que les jeunes filles se fassent avorter. Les femmes sont détruites au plus profond d'elles-mêmes. L'avortement dresse la femme contre l'homme dans le couple et dans la société. Les violences conjugales, séparation, divorce, couple de lesbiennes.
C'est une malédiction lourde de conséquences. Nous avons déjà dit que l'image de l'homme et du Père était abîmée. Les enfants ne sont plus accueillis et aimés dès leur conception pour eux-mêmes, mais sont devenus l'objet du caprice du moment de leurs parents et sont de plus en plus souvent mal aimés et maltraités. Or, ce sont les enfants qui souffrent terriblement de l'éclatement des familles et des nouvelles unions boiteuses. Un couple sur deux divorce aujourd'hui en France après ou sans avortement. La violence s'est installée dans les familles, entre les générations et dans la société. La société perd ses repères et le respect de tout être humain. 96% des enfants trisomiques et la plupart des enfants handicapés sont dépistés et tués dans le ventre de leur mère. L'avortement dégrade le monde médical et paramédical. Et guérir, pas pour exécuter des ordres d'un législateur qui ne respecte plus la loi naturelle et le bien commun. Le serment d'Hippocrate a été modifié. Des échographistes, gynécologues ou obstétriciens sont attaqués en justice si une malformation d'un fœtus a échappé à leur vigilance. Pour ne pas compromettre les lois sur l'avortement, une justice arbitraire ne défend plus l'enfant à naître, sauf pour son héritage, à condition qu'il naisse. C'est l'élimination systématique du faible et de l'infirme, de l'inutile et de l'indésirable. Et les parents qui gardent courageusement un enfant handicapé sont montrés du doigt et méprisés au lieu d'être soutenus. Coupé de Dieu, de la famille, de son genre biologique et de lui-même, l'homme est devenu une chose, un simple matériel biologique dans les comportements et dans la recherche médicale qui fait tout ce qui est techniquement faisable sans se soucier du moralement acceptable. Ça va jusqu'au clonage, qui est une nouvelle forme d'esclavage, pour créer des hommes, des soldats ou des objets pour toutes sortes de plaisirs. Et on essaye de concevoir artificiellement ces hommes avec des déchets humains de l'avortement ou de la procréation médicalement assistée. L'État décide arbitrairement du bien et du mal est devenu totalitaire, à l'image de l'Allemagne nazie, mais avec les moyens puissants des techniques modernes. Madame Veil disait, en changeant les lois, on peut changer les mentalités. Et malheureusement, elle a bien réussi. Un État qui autorise et rembourse l'assassinat de certaines catégories de membres de la société a perdu sa légitimité. Les familles monoparentales coûtent cher en aide sociale et fournissent la plus grosse partie des délinquants. En France, en 2006, un enfant sur deux était né hors mariage, une famille sur 5 était monoparentale, un enfant sur 4 vivait avec un seul parent. Résumons. Une grossesse inattendue et non désirée est une difficulté passagère à résoudre. Un avortement est la pire des violences faites à un enfant bien vivant qui est tué, à sa mère qui en reste marquée à vie, et non seulement elle, mais ses descendants sur plusieurs générations. L'avortement crée des détresses bien plus graves qu'une grossesse, et la plupart des bébés sont aimés une fois qu'ils sont nés. Au niveau mondial, le nombre de victimes par la contraception et par l'avortement se compterait en millions
non pas en millions, mais en milliards. Et ce n'est certainement pas une libération, mais une aliénation et un nouvel esclavage de la femme qui a perdu tous ses repères, sa maternité et son enfant. Et nous devons mentionner aussi que l'avortement est une atteinte à la paternité de Dieu. L'homme voudrait se passer de Dieu et oublie complètement que, selon Frère Christian de la Vierge, par ce nom à l'enfant à naître, on refuse de donner un nouvel enfant à Dieu, le Père de cet enfant, et un frère en humanité au Fils, l'Éternel engendré. En effet, toute la joie du Père Céleste, c'est d'engendrer une vie nouvelle à travers la médiation amoureuse et le désir des deux procréateurs. Toute la joie du Fils de Dieu, c'est de trouver une ressemblance dans ce surgissement à l'existence d'un petit être nouveau, créé à son image. Toute la joie de l'Esprit Saint, c'est d'animer dès le premier instant de la conception une nouvelle vie de son propre souffle créateur. Certes, pour frapper l'imagination, on évoque parfois la suppression d'un Beethoven, d'un Mozart, d'un Saint-Louis, d'un François d'Assise, d'une Thérèse de l'Enfant Jésus, mais point n'est besoin d'être un génie ou un saint pour influencer les événements de l'histoire. Il suffit d'être soi-même pour donner une impulsion au cours des événements. Car chaque enfant est précieux et a une vocation particulière et unique qui est nécessaire pour marquer toute l'humanité d'un reflet spécial et divin et pour permettre à Dieu d'agir sur le monde et les hommes. Fin de citation. Dans l'enfant à naître, ce sont donc les droits de Dieu le Père qui sont bafoués et c'est le Christ qui est rejeté. Ces réflexions nous mènent à une courte partie de l'exposé qui se résume sous le titre « L'avortement détruit, mais Dieu guérit ». C'est fait. C'est fait. Comment guérir? Donc, chapitre 3. Comment guérir ou aider quelqu'un à guérir d'une atteinte à la vie? Nous commençons par les conseils de ce prêtre exorciste. Oui, bien. Alors, je vous recommande d'acheter des livrets qui sont à votre disposition. Je vous rappelle que le Concile Vatican II affirme que l'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables. À toute personne impliquée de près ou de loin dans un avortement, qui en fait l'aveu et s'en repent sincèrement, l'Église catholique offre le pardon de Dieu dans la confession sacramentelle. Normalement, le prêtre doit recevoir de son évêque l'autorisation de pardonner un péché aussi grave. À l'occasion du jubilé de la miséricorde, qui commencera le 8 décembre de cette année, le pape François étend ce pouvoir d'absolution à tout prêtre. Donc, vous trouvez sur Internet la lettre du pape. Les associations de défense de la vie humaine reçoivent des dons de femmes souvent âgées qui veulent se mettre en règle avec leur conscience. Et certaines femmes attendent d'être sur leur lit de mort pour confesser un avortement au lieu de 30, 40, 50, 60 ans qui pèse encore lourdement. C'est dommage d'attendre si longtemps. Certains défenseurs de la vie sont d'anciens féministes, voire avorteurs, qui se sont convertis et qui montrent la toute-puissance de Dieu. Nous avons déjà parlé du docteur Nathanson. Je vais vous résumer la conversion d'un médecin avorteur brésilien qui a perdu sa propre fille, Laetitia, à 23 ans et qui s'est convertie après. Elle s'est retrouvée enceinte, s'est fait avorter par un autre médecin sans en parler à ses parents. Le père l'a pris au pied du lit de mort de sa fille qui agonisa pendant 6 jours d'une septicémie due à l'avortement. Un cauchemar épouvantable après la mort de sa fille fit comprendre au médecin qu'il était assassin
et lui fit pousser un cri de demande de pardon à Dieu. Il vendit son cabinet, construisit une maison d'accueil pour mères abandonnées et adopta plusieurs nouveau-nés. Si Dieu peut convertir des médecins qui s'étaient enrichis par l'industrie de l'avortement, combien plus facilement peut-il toucher les cœurs des jeunes femmes qui ont été poussées à l'avortement sans trop savoir ce qui les attendait et qui sont parfois touchées par la grâce plus ou moins rapidement après l'intervention. Donc, condamnons l'acte, mais jamais la personne, et aidons-la à retrouver l'amour de Dieu, l'estime d'elle-même et celui des autres. Et attention à ce que je vous ai dit, toutes les femmes qui présentent des symptômes fréquents après un avortement ne l'ont pas commis pour autant. Le plus important, c'est l'information à donner et la prévention, surtout auprès des plus jeunes. Pour qu'il y ait toujours une solution, nous avons accompagné nous-mêmes une lycéenne de 16 ans qui, comme beaucoup de jeunes filles, de toutes jeunes femmes, a mûri en quelques mois, est devenue une maman très affectueuse, ravie d'avoir pu garder son bébé, dont elle avait caché l'existence jusqu'au 4e mois pour ne pas subir trop de pression. Par contre, nous avons aussi rencontré dans notre travail pour choisir la vie des grands-parents d'enfants à naître qui se disaient catholiques et contre l'avortement, sauf évidemment dans le cas de leur enfant. Nous étions horrifiés de constater l'égoïsme et la lâcheté de certains grands-parents qui ont honte de leur enfant et peur qu'il gâche son avenir en interrompant ses études d'un an pour la naissance d'un bébé. Ils préfèrent qu'il tue le bébé et qu'il se démolisse. C'est ainsi que beaucoup d'étudiantes, beaucoup de lycéennes enceintes se jettent sous des trains. Nous avons aussi vu des parents pousser leurs filles à l'avortement parce qu'ils se trouvaient eux-mêmes trop jeunes pour devenir grands-parents et ne voulaient pas gâcher leur vie et leur loisir par la vie d'un enfant, d'un bébé à charge. Une Canadienne violée à 15 ans par un voisin et ami de ses parents, Gitane Maltais, n'était pas soutenue par ses parents et a dû donner son nouveau-né à l'adoption. 35 ans après, mariée, mère d'autres enfants et présidente d'une association pro-vie, elle témoigne à travers le monde de sa vie et du crime de l'avortement, en rappelant, citation, « Un enfant est moins lourd à porter dans le ventre de sa mère que sur la conscience. » Nous connaissons de ravissantes femmes conçues dans un viol, puis adoptées, qui participent à des marches pour la vie avec une pancarte « Conçues dans un viol, j'aime ma vie » et qui se battent pour d'autres victimes de viol, mères et enfants, que l'État laisse tomber. Car l'avortement fait disparaître avec le bébé innocent le crime de l'auteur du viol ou de l'inceste et n'arrange que ce coupable qui échappe ainsi à toute punition et peut continuer à sévir. Pourtant, l'enfant est toujours innocent, ni coupable, ni responsable. Et toute femme enceinte peut accoucher anonymement, sous X, dans n'importe quel établissement public ou privé français. La mère ou le père dispose alors d'un délai de 2 mois pour reprendre l'enfant. À l'issue de ce délai, le bébé peut être placé dans une famille en vue de son adoption. C'est toujours douloureux pour la mère, mais si vraiment elle ne veut pas aimer et garder ce bébé, au moins elle ne le tue pas, elle lui donne une chance. Et il y a des couples, des familles qui adoptent un ou plusieurs enfants lourdement handicapés. Donc il y a toujours une solution qui respecte le plan de vie de Dieu sur chaque enfant. Et des enfants avec une courte espérance de vie due à une maladie peuvent recevoir amour et tendresse de leurs proches si on les laisse naître et vivre. Il nous faut donc entourer, aider, soutenir
toute femme enceinte. Le bouleversement hormonal au début de la grossesse rend toute femme hypersensible, voire ambivalente au début de grossesse. C'est là qu'elle a besoin du soutien d'un mari aimant. Et c'est malheureusement là que beaucoup de géniteurs se défilent, disparaissent de la circulation ou exigent que la mère choisisse entre moi ou l'enfant. Et souvent la femme cède au chantage, ignorant les conséquences de l'avortement pour elle-même et la forte probabilité de voir le père disparaître malgré l'avortement. Donc elle perd l'enfant et le père. Je vais sauter ça. Conclusion. Nous ne pouvons pas être tous des experts dans le domaine de la grossesse, j'en suis pas. Mais nous avons tous l'obligation morale de prier et de soutenir toutes les femmes qui portent nos frères et sœurs les plus faibles et sans aucune défense, les enfants à naître. Et les chrétiens doivent se rappeler que Jésus-Christ a dit « Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et que nous serons tous jugés sur l'amour. Un enfant conçu en France, un enfant conçu sur 3 ou sur 4 est avorté chirurgicalement. Sans parler de tous les contraceptifs qui sont des abortifs. Et n'oublions pas, l'avortement est un acte de la même gravité, quel que soit l'âge de l'enfant conçu, qu'il ait 1 semaine, 1 mois ou 9 mois, c'est toujours le même acte grave. Et rappelons-nous le dialogue entre Dieu et Caïn. Où est ton frère Abel? Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu reprit, qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Relisons l'encyclique de Jean-Paul II, qui veut être un appel passionné adressé à tous et à chacun, au nom de Dieu, respecte, défend, aime et sert la vie, toute vie humaine. Je vous remercie et je vous invite tous à la marche pour la vie à Paris, le dimanche 24 janvier à 14h, au centre de Paris. Merci.